je suis Dorian Marcelin, je suis journaliste pour Aliency, un des journalistes qui a fondé le magazine avec Catherine Moal, donc la rédactrice en chef d'Aliency, qui est là, à qui je permets de reposer sa voix, qui a été très sollicitée ces dernières semaines. Aliency, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement un média indépendant que nous avons fondé il y a presque 8 ans maintenant, qui est dédié à la transformation des entreprises, transformation dans un monde numérique, de plus en plus numérique, avec un intérêt qui était d'aborder ça de manière extrêmement transversale, sur des visions stratégiques, de sociologie des organisations, même si on parle évidemment de technologie, le but c'était d'appréhender le plus possible les impacts humains, organisationnels sur ces sujets. Et dans ce cadre, effectivement, Aliency a lancé ces derniers mois une communauté, Aliency Connect, une communauté de ses lecteurs, spectateurs, abonnés, comme ça que l'on disait par le passé, et à qui nous dédions un certain nombre d'événements. Nous en avons ouvert quelques-uns à l'occasion du confinement pour profiter, on va dire, de la portée que pouvait avoir cette dimension virtuelle et en visioconférence qui était obligée pour tout le monde. Et celui-ci en fait partie, donc cette sélection business et innovation d'Aliency Connect, de notre communauté, qui a pour but de vous présenter des organisations innovantes, des solutions innovantes, des startups qui peuvent, d'après ce que nous avons repéré au fil de nos enquêtes, observations, vous intéresser, que ce soit pour l'utiliser ou dans le cadre de partenariats. Nous avons décidé de faire cette sélection sur un thème un peu particulier, un peu resserré, qui est celui finalement de la dimension RH des que nous vivons. Alors on a tous vécu ce confinement, et puis maintenant des confinements progressifs qui interrogent tout autant finalement les entreprises. Et l'idée, c'était de vous proposer, de vous laisser voir un panel intéressantes qui permettent potentiellement, alors pas d'avoir réponse forcément à tout, mais de faciliter cette réinvention que les entreprises essayent de mettre en place sur leur mode de fonctionnement, que ce soit sur évidemment le travail à distance, mais aussi sur leur façon d'aborder leurs enjeux RH dans les prochaines semaines. Donc, on va essayer de, comme je le disais, de tenir un timing assez resserré et de libérer ceux qui ont des engagements à 19h. L'idée, on va découper cette session en deux parties. Une première assez traditionnelle où l'on demandera à nos invités de pitcher de façon assez courte, en 3 minutes, qui ils sont, ce qu'ils font et comment aujourd'hui cette période sans précédent les affecte, ou en tout cas commence à interroger leur activité et ce qu'ils proposent de marché. Et on aura l'occasion quand même de prendre, si vous avez une question directement à une startup en particulier, d'en prendre une ou deux à ce moment-là. Puis, donc ça devrait nous conduire environ à la moitié de la session, puis nous nous ouvrirons un peu le débat. Catherine pourra en dire quelques mots lors de la transition, mais l'idée c'était de s'interroger également sur cette capacité de réinvention finalement des entreprises sur leurs enjeux RH au sens large, et de ce que voyaient nos startups ou les organisations présentes aujourd'hui en termes d'enjeux. Alors, avant que j'oublie, avant de lancer nos invités, si vous souhaitez poser des questions, il y a un outil spécifique de questions-réponses qui doit apparaître en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à rentrer directement votre question là-dessus. Ce sera beaucoup plus simple pour nous pour gérer. Et le cas échéant, à préciser à quelle start-up qui vient d'intervenir ou plus tard cela s'adresse. Ce sera également plus facile pour vous apporter des réponses concrètes.
Et sans plus attendre, je vais donc lancer nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Je les remercie tous les 5 d'avoir accepté de jouer ce jeu de prise de parole à distance, de pitch en format contraint et de s'être rendu disponible. Et j'espère voilà, que dans tous les cas, ce qu'on pourra vous apporter sur cette session sera utile et on sera à disposition, la rédaction comme nos invités, pour creuser de toute façon avec vous les sujets qui vous paraîtraient les plus importants. Olivier Roux, à vous l'honneur. Je vous laisse faire cette session de pitch pour vous présenter ce que vous faites et comment cette période un peu particulière a changé ou pas d'ailleurs la donne pour vous. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors j'ai 3 minutes, c'est ça, pour présenter Ilamp. Alors effectivement, donc nous on est une société qui a maintenant 5 ans d'existence et notre spécialité en fait avant tout, après je vais revenir sur en quoi ce qu'on vit actuellement a un peu changé la donne, en tout cas a orienté un peu notre stratégie. Jusqu'à maintenant en fait la spécialisation d'Ilamp, c'est la connaissance des collaborateurs, quelle que soit cette connaissance en fait et toute forme d'information qui permet d'être utile aux opérations au sein de l'entreprise, que ce soit aux opérations, aux activités business ou évidemment aux décisions stratégiques RH. Donc, jusqu'à maintenant, Ilamp ont cartographié donc, toute la connaissance que pouvaient avoir les collaborateurs, tout ce qui fait leur richesse, donc les compétences, mais ça peut être aussi la connaissance d'une offre, d'un service, d'une culture, d'une région. Et en fait, suite à l'actualité, on a pas mal contacté en fait de responsables RH et aussi de cabinets de conseil RH pour comprendre en fait quel est l'impact de ce qu'on vit et quelles vont être finalement les décisions qui vont être prises prochainement. Et évidemment, on le voit tous que la problématique d'une restructuration, d'une mise à jour finalement de l'organisation, définir une nouvelle façon de travailler, de nouvelles méthodes va évidemment arriver. Et c'est là où en tout cas côté Ilamp, on a pris la décision en fait d'accélérer toute la R&D qui portait sur la simulation finalement des organisations et de leur bassin de ressources, voire définir des cibles, que ce soit en termes de nouveaux métiers, évidemment plus en termes finalement avec ce qui va arriver. Et donc là, récemment, voilà, on a lancé tout un plan de R&D qui va permettre donc à nos clients de pouvoir définir des cibles en termes d'organisation qui prendront en compte effectivement les nouveaux métiers et l'impact aussi du télétravail qui va peut-être rester en partie, et pouvoir facilement en tant qu'entreprise simuler et suivre en temps réel finalement l'évolution de son bassin de ressources et donc définir les compétences de demain et évidemment les formations prioritaires à mettre en œuvre au sein de l'entreprise, et que chacun des collaborateurs puisse se projeter finalement sur ces métiers de demain et avoir un plan d'action finalement individuel pour pouvoir entamer cette nouvelle période qu'on va vivre, qui est cette reprise. Il prend en compte plusieurs paramètres qui sont évidemment les compétences de demain, mais aussi des contraintes nouvelles comme la disponibilité de chacun, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Voilà, je pense avoir atteint les 3 minutes. Ah, c'est effectivement parfait, je vous remercie, c'est très clair. Peut-être Catherine, oui, un mot sur ce qu'est Ilamp, peut-être en termes de taille d'entreprise. Vous disiez que vous existiez depuis 5 ans, mais c'est combien de personnes quand vous dites que vous travaillez sur la R&D? Comment vous êtes un peu organisé, vous, en tant que société? Alors, nous, on est une entreprise maintenant d'une vingtaine de collaborateurs, donc avec des équipes à Paris et à Lille. D'ailleurs, notre R&D est au siège social à Lille, pendant que toute l'activité commerciale est concentrée donc dans nos bureaux parisiens. Et quand vous disiez que les entreprises, que vous aviez interrogé un certain nombre de sociétés de conseil ou d'entreprises sur justement qu'est-ce qui pouvait se passer, quelle est leur principale préoccupation, vous diriez? En fait, actuellement,
alors, en fait, on a vécu plusieurs étapes dans cette crise, on va dire, dans cette actualité. D'ailleurs, on va bientôt lancer un article sur ça qui découpe en étapes, finalement, c'est ce qu'on a vécu. Et en fait, on décompose en 4 étapes qui sont, premièrement, la surprise, c'est-à-dire quelles sont les compétences très rapidement que j'ai dû mettre en œuvre parce que subitement, je me suis mis finalement au télétravail, entre autres pour certaines organisations ou celles qui ont dû maintenir l'activité, en tout cas en présentiel. Deuxième grande étape, effectivement, de ce qu'on a vécu, c'est toute la problématique quand on a pris conscience que le télétravail allait durer. En tout cas, que le confinement, en gros, n'allait pas durer que 15 jours. Donc là, c'est là où des lignes de production ont dû changer complètement, donc que ce soit pour produire des éléments prioritaires ou de nouveaux produits sur le marché. Économie de guerre, oui. Voilà, c'est ça. La troisième étape, c'est l'étape finalement de la reprise, où en fait, on a pris conscience que ça n'allait pas être si simple que ça de facilement retourner au travail avec, comme avant, en fait. Donc, il y a eu toute une problématique de contraintes, que ce soit dans le temps ou l'espace, au niveau de son bassin de ressources. La quatrième étape, qui est celle qu'on va maintenant prochainement vivre, qui est tout simplement quelle va être la nouvelle stratégie d'entreprise, c'est les réorganisations à venir de l'entreprise. Et en fait, dans ces 4 étapes, nous, on a remarqué qu'à chaque fois, la compétence intervenait, que ce soit la compétence sur le court terme, mais aussi maintenant sur le long terme, sur l'analyse de l'évolution de mon bassin de ressources et de mes compétences sur le long terme. Alors, on a juste une question qui a été une demande de précision plutôt qui nous a été posée sur le chat, hein, et je le redis, vous pouvez utiliser l'outil question-réponse qui est bien pratique malgré tout. La question, c'est juste la précision de quels sont les types d'entreprises que vous adressez et qui plus précisément au sein de ces entreprises. Alors là, jusqu'à maintenant, en tout cas, Ilamp, de manière générale, on adressait cette connaissance des collaborateurs à différents types de business au sein de l'entreprise, donc que ce soit purement opérationnel comme avec des enjeux de staffing, où là, on pouvait directement échanger avec des directions des opérations, ou en tout cas toute organisation d'entreprise qui fonctionne en mode projet. Après, on a le produit, alors c'est un produit un peu spécifique, mais là, je pense que ça ne sera pas le sujet aujourd'hui. C'est tout ce qui est gestion des habilitations et certifications. Donc là, on va dire qu'on a certaines directions avec qui on travaille. Et évidemment, dans la transformation RH, là, la cible, clairement, c'est les directions RH et les responsables RH. Merci. De toute façon, Olivier reste avec nous, donc si vous avez d'autres questions ou si vous pensez à d'autres sujets, n'hésitez pas à lui poser. On reprendra des questions dans la deuxième partie de la session. On va passer à notre deuxième intervenante, Frédéric. Je suis ravi de vous avoir avec nous puisque on avait prévu, vous et moi, de se rencontrer juste avant le confinement et finalement, ça s'était transformé en coup de fil. Donc, on a fait, contre mauvaise fortune, bon cœur et on se retrouve à présent lors de cette session avec grand plaisir. Et je vous donne également 3 minutes pour nous en dire plus sur FMC. Oui, merci beaucoup de votre accueil et puis de cette invitation à participer à cette session. Donc, je suis Frédéric, je suis la fondatrice et la CEO d'FNC. Chez FNC, on a développé le premier coach digital en efficacité collective. Alors, nous, on a été drivés par l'idée que finalement, un projet d'entreprise, il n'est pas drivé par des robots, en fait, il est drivé par des gens qui ont des compétences, soit, mais en fait, s'ils ne savent pas interagir, eh ben, ça peut faire planter les projets. Et donc, on est depuis 3 ans par cette idée de comment ça fonctionne, une équipe qui fonctionne bien dans ses interactions au quotidien. Donc, on a cherché à comprendre ce qui, au-delà des compétences individuelles de chacun, crée de bonnes interactions dans une équipe pour pouvoir doter chacun des outils pour pouvoir être plus efficace et pour pouvoir faire aboutir ses projets. Alors, si je nous projette dans un cas actuel, prenons par exemple Sophie, donc, qui est manager dans un entrepôt de logistique. D'un coup, Sophie, elle s'est projetée à devoir travailler à distance avec une équipe sur le terrain,
avec des enjeux hyper forts d'efficacité dans cette équipe, puisque entrepôt de logistique, hein, donc devoir livrer dans les temps des produits de première nécessité, des produits, des masques en provenance de Chine, etc. Tout ça, du coup, avec une équipe donc à distance sur laquelle va reposer quand même du stress, de la pression, etc. Donc, en fait, finalement, la question de cette manageuse, Sophie, c'est comment s'outiller pour garantir l'efficacité et maintenir la cohésion dans ces circonstances particulières. Donc, comme beaucoup d'autres managers, Sophie, elle s'est outillée de WhatsApp parce que hyper facile, on l'utilise déjà dans le monde personnel. Elle s'est outillée de Zoom, de Teams, etc. Alors, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant pour faire en sorte qu'une équipe fonctionne bien. Parce que finalement, on reste des êtres humains et en fait, au-delà de pouvoir avoir accès à de la visio, on a chacun nos besoins propres pour pouvoir bien travailler avec les autres. Et justement, chez FNC, c'est ce qu'on a modélisé grâce à un travail de recherche en sciences cognitives. On a identifié 8 traits de caractère clés qui sont prédictifs d'un bon travail d'équipe, mais surtout au-delà de ça, qui permettent de modéliser quelles sont les interactions dans une équipe. Alors, je m'explique, par exemple, on a un trait de caractère, ça va être l'extraversion. Ça donne, par exemple, il y a certaines personnes qui vont être plutôt appétentes à prendre la parole, quand d'autres qui vont être plutôt dans l'efficacité vont être plutôt aptes à écrire, à interagir par l'écrit. Et donc, justement, chez FNC, donc, on cartographie, on modélise les interactions dans une équipe pour pouvoir doter chacun des outils pour pouvoir réguler donc, ces interactions grâce à des parcours individuels donc, qui sont appropriés sur mesure par rapport à son profil dans l'équipe, sachant qu'il n'y a pas de niveau cible à atteindre, mais plus un bon ajustement des équilibres dans l'équipe. Et on vient doter donc, Sophie, notre manageuse, de recommandations personnalisées pour pouvoir animer son collectif. Tout ça, c'est intégré au cœur des outils du travail collaboratif, justement, et ça, c'est un point que la crise a révélé. On avait un positionnement un peu original avant crise, mais là, on est vraiment renforcé dans notre positionnement. Donc, on est au cœur de Slack et de Teams, là où on est tous. Et notre outil vient également suivre l'efficacité et l'ambiance de l'équipe, avec des premiers retours d'expérience qui sont que finalement, à 3 mois d'utilisation de notre outil, 69% des gens se sentent plus efficaces dans leurs interactions au travail et 71% disent qu'ils sont plus efficaces dans leurs échanges. Alors, on a un de nos membres, des membres de notre communauté qui pose la question directement si vous avez déjà expérimenté, eu affaire avec cette gestion-là sur des équipes internationales, hein, qui sont en soi des équipes particulières avec des contraintes précises. Oui, alors notre outil est conçu nativement, enfin mon associé est américain, donc nativement on a construit un outil qui permet d'être adaptable dans toutes les langues. Après, ce qu'on a fait de plus éclaté en termes d'équipe, ce n'était pas une équipe internationale à proprement parler, mais par contre des équipes éclatées, dispersées sur le territoire, comme par exemple ce qu'on a pu faire avec SNCF Fret, donc dans un contexte d'équipes dispersées entre différentes villes en France, et avec des enjeux forts de tenir des délais pour être efficace. Par contre, définitivement, on vise de se déployer à l'international et donc voilà, si vous avez des cas pratiques à adresser, on est hyper volontaire. Catherine, je ne sais pas si tu avais un… Vous avez cité le cas d'un entrepôt logistique, justement. Est-ce qu'on est plutôt sur des activités du coup très concrètes ou ça peut aussi être des activités, disons, plus de services Oui, ou de conseils? Oui, on est intervenu dans ces deux cas-là. On est intervenu aussi bien auprès d'équipes, par exemple, dans des crèches, par exemple, donc des personnes qui se connaissent, qui travaillent en permanence ensemble et qui sont du coup localisées à un même endroit et donc plutôt sur des métiers, je dirais, enfin, je sais pas, de proximité en fait. Et on est intervenu aussi sur des équipes plus en prestation de services, voilà, service, disons, de manière générale. Alors, puisque la question nous est posée, on est bien d'accord que votre outil, finalement, s'interface avec les outils collaboratifs connus de la place. Oui. Et l'autre question qui est liée, c'est finalement, c'est une forme de théorie du coaching, de formalisation du coaching que vous mettez à l'œuvre, mais de ce que je comprends également, c'est pour le plus grand nombre une tentative de démocratisation également.
Oui, c'est à la fois de la démocratisation de coaching, mais on vient pas se substituer aux coachs. En fait, on travaille en réseau avec des coachs d'équipe. On vient pas se substituer à eux. On vient donc effectivement démocratiser et diffuser plus largement des bonnes pratiques auprès du plus grand nombre. Et puis aussi, en fait, ce qu'on vise, c'est en fait pour nous une équipe, c'est un système à part entière. Et en fait, on vise à doter chacun de ses meilleures capacités pour être plus efficace dans le collectif, sans qu'il y ait nécessairement, enfin, quand on parle de théorie ou quoi, en fait, il n'y a pas nécessairement de niveau, idéal à atteindre, mais plus une sorte d'optimum qui fait qu'on est dans le bon équilibre d'interaction les uns avec les autres pour compléter la partie théorie des interactions. Et Quelle est l'équipe idéale qui peut être coachée en termes de nombre? Alors, on va de 3 personnes, c'est un minimum. Pourquoi? Parce qu'on garde l'anonymat des profils individuels. Notre volonté, c'est vraiment d'écrire quelle est la dynamique d'équipe et non pas de pointer des profils individuels. Donc, c'est 3 minimum. Et après, on est allé jusqu'à des équipes de 20, 22. En fait, pour nous, la taille d'équipe, c'est, entre guillemets, je vais parler ancien monde, mais une équipe qui tient autour d'une table, quoi. Ça, c'est vraiment l'ancien pour nous. Oui, j'en ai conscience, oui. Et surtout qu'effectivement, les tables virtuelles de Zoom pouvant accueillir beaucoup de monde, ça repose la question. Désolée, j'ai des vieux réflexes. Peut-être très rapidement, juste une dernière question que vous avez adressée. Un exemple de recommandation que votre outil, votre approche permet de donner. Oui, bah, par exemple, si on prend un trait de caractère, donc l'extraversion, en fait, donc ce qu'on vise toujours, c'est donner les bons équilibres. Ne pas faire qu'il y ait des gens qui se sentent, qui n'aient pas accès à la parole quand d'autres y auront beaucoup trop accès. Donc, pour donner, outiller les gens de leurs meilleures capacités pour pouvoir mieux interagir, à certains, on va par exemple recommander de développer son potentiel d'écoute, par exemple, donc pour être plus dans l'écoute et donc moins dans la prise de parole instantanée. Quant à d'autres, on va pousser des recommandations plutôt sur comment prendre la parole plus facilement sans me dénaturer parce que je suis un introverti et voilà. Et pendant ce temps-là, le manager reçoit des recommandations pour mieux répartir la parole. Donc, par exemple, en faisant des retours positifs sur le travail de chacun, ce qui permet du coup de mieux répartir la parole. On a vu effectivement pendant cette période que les outils de collaboration avaient été les meilleurs amis et les pires ennemis à la fois des personnes chez elles et qui essayaient de continuer ou de changer leur quotidien et d'adapter leur quotidien. Guillaume Nominé d'Atolia, je pense que vous avez d'ailleurs des choses à dire sur le sujet. Hop. Bonjour tout le monde, alors, merci de m'avoir invité également. Donc effectivement, moi je suis le cofondateur d'Atolia. Nous on fait un espace de travail digital tout en un pour simplifier le télétravail, le rendre facile, agile, mais surtout sécurisé, parce que c'est là où il y a eu de grosses lacunes depuis le début du confinement. Donc globalement, c'est une application qui va permettre d'avoir des groupes dans lesquels on peut communiquer, on peut s'appeler en visioconférence, on peut travailler en simultané sur des documents, Word, PowerPoint, etc. On va pouvoir gérer directement ces projets avec un management par objectif et on va avoir accès également à des agendas partagés d'équipe. On va voir les différents livrables des projets. Donc tout ça dans une seule et même application. Aujourd'hui, on est une équipe là, de 10 personnes. On a même embauché 2 personnes supplémentaires pendant la période de confinement. Donc ça, c'était vraiment pour nous une forte période de croissance. Nous, notre application, elle s'adresse surtout à des PME, ETI qui travaillent dans des secteurs d'activité, je dirais, plutôt sensibles en termes de confidentialité et de sécurité des données, qui cherchent avant tout des prestataires européens qui peuvent idéalement se déployer sur leur propre cloud. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait que ne font pas nos concurrents, principalement Teams et Slack aujourd'hui. Donc nous, on s'installe en interne chez le client ou sur son cloud privé en tout cas, pour lui permettre de garder la main sur toutes ces données. Donc, c'est des clients dans les domaines de l'industrie, de la propriété intellectuelle, dans le domaine des assurances, du bancaire, de la comptabilité, du juridique notamment. Voilà, donc nous, le Covid, ça a été vraiment une période très, très intense
Premier jour du confinement, ça a été une explosion d'inscriptions de l'ordre de 800% qui a duré comme ça pendant les 2-3 premières semaines. Donc ça a été vraiment un gros challenge à la fois technique. Il fallait encaisser toute cette masse de nouveaux utilisateurs d'équipes, mais aussi un gros challenge au niveau de l'accompagnement. Parce que ça, c'est une de nos particularités aussi, c'est qu'on accompagne nos utilisateurs dans le déploiement de l'application. Donc là, pour le coup, on a eu des utilisateurs qui n'étaient pas forcément très digitalisés encore, qui avaient un peu de retard là-dessus et qui étaient en dernière minute à devoir implémenter des outils très rapides pour ne pas stopper l'activité. Donc ça a été le gros challenge de les accompagner là-dessus. Voilà, des fois, des entreprises qui fonctionnaient encore par email, il n'y avait pas du tout de chat d'entreprise qui était intégré. Donc des méthodes de travail qui aujourd'hui, je pense, vont être totalement balayées avec les nouveaux usages. Donc voilà, on a vu ce phénomène-là d'inscription massive, mais après, on a vu des phénomènes aussi où dans certaines entreprises, on était juste au stade de pilote, on va dire. En l'espace de 2 ou 3 jours, on a eu l'ensemble de l'entreprise qui a utilisé massivement l'outil. Voilà, donc on a vu un gros usage là-dessus. Et en parlant avec certains des clients desquels on est les plus proches, on se rend compte aussi que là, le télétravail qui était vu avant un petit peu comme voilà, une expérience que peu de gens osaient réellement faire dans la durée, là, il y a vraiment des questions qui se posent maintenant de le faire à plus long terme, parce que ça engendre de nombreux avantages, hein, des économies déjà sur les surfaces de bureaux qui sont assez conséquentes, l'économie des temps de transport, la hausse de la productivité aussi que certains ont mesuré, parce qu'ils peuvent être plus facilement concentrés sur des tâches sans être perturbés voilà, par des interventions comme on peut l'avoir dans les bureaux. Donc tout ça, c'est en train de mûrir aujourd'hui. Et donc là, il y a eu ce qu'on a l'impression de voir, c'est que là, il y a eu une étape où il fallait rapidement mettre des outils en place. On a pris les premiers venus, fallait juste qu'on limite la casse, entre guillemets. Et maintenant, on arrive vraiment à une étape de structuration où dans certaines entreprises, on a vu maintenant des Chief Remote Officers qui avaient été désignés pour vraiment consolider, structurer le travail en remote. Organiser tout ça. Une question, enfin qui est une demande de précision, c'est effectivement beaucoup d'entreprises ont des projets de digital workplace qui recouvrent un certain nombre de fonctionnalités. Donc à quel point ça recoupe finalement les fonctionnalités que vous proposez et est-ce qu'on peut dire que vous êtes un outil de digital workplace aujourd'hui? Oui, alors on est clairement un outil de digital workplace. On peut avoir 2 types d'approches. Là, ça va dépendre des clients. Soit il y a pas grand-chose en place, il y a principalement que de l'email, peut-être un système de visioconférence et 2-3 serveurs de stockage de documents, et auquel cas on vient remplacer ces outils par un seul, de sorte à harmoniser toute la data et à la centraliser. Soit on va avoir des entreprises qui ont déjà des outils en place et qui veulent les garder pour certaines activités ou qui ont des logiciels métiers qui sont dédiés à leur activité, et auquel cas nous on vient se greffer dans l'existant avec un système de webhook qui va permettre là aussi d'homogénéiser la data et de l'interconnecter chez nous, mais en conservant quand même certains logiciels métiers qui peuvent se faire aujourd'hui. On voit de plus en plus effectivement cet intérêt pour des solutions françaises, ou en tout cas, alors le terme peut être parfois décrié, mais souveraines, ou en tout cas cette approche souveraine. Euh, Est-ce que par rapport aux autres solutions que vous voyez, aux autres, même chez vos concurrents, on va dire français, qu'est-ce qui est le plus différenciant ou quelles sont là où les fonctionnalités dont vous prévalez aujourd'hui? Oui, alors nous, on a mis un gros point sur l'instantanéité et le fait d'être concentré sur les utilisateurs. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on développe, elles vont dans le sens du remote et des équipes distribuées. Ça veut dire que chaque fonctionnalité, on l'adapte toujours dans ce sens. Si on prend par exemple notre gestion de projet, elle va être orientée objectif avec du management de type OKR qui est plus adapté au télétravail. Et c'est le cas pour de nombreuses fonctionnalités qu'on intègre dans l'application. On les fait en sorte que ça puisse s'adapter au mieux au télétravail, et notamment sur l'aspect sécurité. Là, par exemple, on travaille sur le fait de paramétrer l'espace avec un curseur entre agilité et sécurité.
pour que ça corresponde à la fois aux utilisateurs via des accès invités à certaines parties, via la diffusion de contenu vers l'extérieur, mais où le DSI peut maintenir la sécurité s'il le veut à tout moment pour restreindre les choses. Donc, on est toujours en train comment dire, de naviguer entre agilité d'un côté, mais sécurité de la data qui est primordiale de l'autre. Sur la partie sécurité également, je rebondis sur une question que je vois. Du coup, la solution est utilisable par des conseils d'administration ou dans des data rooms avec le niveau de sécurité que ça implique. Oui, c'est un cas d'usage qu'on peut avoir aussi, où notamment on vient se déployer en interne dans l'entreprise. Après, en fait, on a tout un ensemble de paramètres qui sont totalement configurables suivant les restrictions de sécurité de l'entreprise. Donc ça, c'est à voir au cas d'usage, on personnalise des choses. Par cas. Merci Guillaume. Jérôme, je vais vous laisser la parole pour présenter MobiliWork. Et effectivement, quand on a discuté et qu'on avait pu échanger sur le sujet, j'avais pas mal de questions sur la façon dont MobiliWork s'était adapté à ces enjeux, puisque votre activité est quand même assez particulière et très demandée par les entreprises, mais représente un certain nombre d'enjeux. Je vous laisse en dire plus. Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup. Je m'appelle Jérôme, je suis donc associé fondateur de la startup MobiliWork. Que fait-on chez MobiliWork? Eh bien, nous aidons les entreprises à se transformer avec une conviction qui est que cette transformation, ce n'est pas tant une affaire digitale, le digital n'est pas tout, mais que la transformation elle passe d'abord par l'humain et c'est avant tout une question de mindset, de posture et d'état d'esprit. Et donc, pour réussir leur transformation, eh bien, les entreprises doivent d'abord et surtout changer le mindset de leurs équipes, notamment celui de leurs managers, puisque les managers sont vraiment clés dans cet enjeu de transformation. Alors, quelle est notre recette pour transformer le mindset des managers? Nous les sortons de leur zone de confort et nous leur proposons de vivre des immersions apprenantes au sein de startups, loin de leur environnement professionnel habituel. Pendant ces immersions qui durent entre 2 et 4 semaines, les managers, en fait, ils perdent leurs repères, ils sont guidés par leurs habitudes, leurs réflexes. Ils ne sont plus du tout en pilotage automatique. Et donc, ils se retrouvent cette fois vraiment dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. Ils vont réaliser une mission concrète pour et au sein de la startup. Et ça va leur permettre bien, de découvrir de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles pratiques managériales. Donc, nos immersions startup, elles sont vraiment structurées sur 2 grands principes. Le premier, vous l'avez compris, c'est la sortie de la zone de confort. Et le deuxième principe, c'est le learning by doing, c'est-à-dire que c'est en faisant qu'on apprend. Et pour celles et ceux qui travaillent dans le secteur de la transformation, les immersions sont labellisées actions de formation en situation de travail. Finalement, ces immersions startup, elles permettent de développer 4 compétences de savoir-être, 4 soft skills, comme on dit maintenant, l'agilité, la capacité à apprendre, l'audace et le leadership. Et ces 4 soft skills que développe MobiliWork, eh bien, elles sont vraiment, de notre point de vue, le moteur de l'évolution et de la performance des entreprises, surtout dans un monde qui est perpétuellement dans un monde incertain dans lequel on vit aujourd'hui, et la crise du coronavirus en est l'illustration parfaite. Cette crise, justement, actuelle, elle renforce, elle accélère, à notre sens, le besoin de transformation des entreprises pour leur permettre d'être prêtes à affronter les prochaines crises, parce que malheureusement, il y en aura certainement des prochaines. Alors, vous vous en doutez, dans le contexte actuel, nos immersions en start-up sont complètement à l'arrêt. Mais paradoxalement, on est convaincu que cette crise, elle renforce vraiment l'intérêt et la pertinence de nos immersions en start-up. Et d'ailleurs, nos clients actuels se projettent de plus en plus sur les immersions qui auront lieu post-déconfinement. Et on espère bien sûr le plus tôt possible. Voilà un petit peu sur comment je peux vous présenter en j'espère 3 minutes seulement. C'est exactement ça. Vous avez tenu très bien le timing. Les immersions en start-up dans cet objectif de transfo des entreprises. Et vous avez, pour rebondir juste sur ce que vous disiez à la fin, vous avez imaginé quand même des immersions virtuelles ou trop compliquées?
Alors, on les avait imaginés effectivement au départ, on va dire, allez, une semaine après le début du confinement. On se l'était sans doute bêtement, j'allais dire, interdit en se disant, bon, ça va pas correspondre à notre proposition de valeur. Et puis finalement, ce sont nos clients eux-mêmes, notamment un client qui nous l'a proposé et il nous a dit, voilà, les immersions qui étaient en cours ou qui devaient se faire finalement donc sont à l'arrêt. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de les faire, ces immersions, de faire des télé-immersions finalement. Et c'est vrai que voilà, on y réfléchissait un petit peu, on n'était pas sûr. Et finalement, avec ce client qui nous tend cette perche, finalement, on s'est dit, voilà, testons. On va vraiment tester ces immersions en télétravail à la fin du mois, les premières qui vont commencer. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est aussi une nouvelle façon de travailler, c'est télétravail, hein, tout le monde le sait, donc il y a aussi certainement beaucoup de choses à apprendre. Et finalement, ça va être des expériences un peu différentes que les expériences en physique. Alors, on nous demande dans les questions si ce sont des vraies startups qui accueillent les managers. Ouais, ce sont vraiment des vraies startups. En plus, donc là, vous êtes en immersion physique, hein, donc on peut pas on peut pas vous mentir. Vous êtes vraiment en immersion dans des vraies startups, des startups de tout secteur d'activité. Ça peut être de la fintech, ça peut être de la HR tech, ça peut être de la food tech. L'idée, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Pourquoi pas également de compléter cette sortie de zone de confort par le fait de développer une expertise sectorielle, une expertise métier. Mais ce sont vraiment des vraies startups qui sont validées, qui ont été analysées et qui font partie de l'écosystème Mobiliwork, qui peut être un environnement vraiment extrêmement au sein desquels les Mobiliworkers vont vraiment pouvoir développer leurs compétences. Sur les modalités également, on nous pose la question en matière de relations contractuelles avec l'employeur et le manager et finalement les modalités pratiques, hein, le temps que ça demande par semaine par exemple pour la personne concernée. Alors, je vais les modalités pratiques, je vous le disais, c'est à peu près des immersions qui vont durer entre 2 et 4 semaines. Qu'aujourd'hui, on pousse à être des immersions à temps plein, c'est-à-dire que vraiment les managers vont être totalement en immersion totale. Elles quittent leur fonction, leur job pendant ce temps-là. L'idée, c'est vraiment d'être dans ce principe d'immersion et de ne pas être en posture d'observation. Donc, bien sûr, ça se prépare en amont, hein, évidemment. Et 2 à 4 semaines, on s'est aperçu que c'était gérable par les équipes et par les entreprises, des temps d'absence. Ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première, sur l'aspect pratique et juridique, en fait, juridiquement, ça se conçoit comme une formation. Les entreprises forment leurs managers à l'agilité, à l'audace, voilà, pour développer ces soft skills-là. Et donc, Mobiliwork est organisme de formation. Ce sont des actions de formation en situation de travail, comme on les appelle. Et donc, il y a une convention de formation, c'est très simple, est signée entre la startup qui accueille le manager, entre Mobiliwork et entre l'entreprise qui développe les compétences de ce manager. Alors, on a pas mal d'autres questions plus générales, notamment sur comment on aborde cette nécessité de changer pour les managers, etc. et quel message qui en passe. On va, avant de se lancer, parce que tout le monde aura d'autres informations peut-être à partager sur ce sujet, je vais laisser la parole à Quentin Danjaro pour qu'il fasse cet exercice et nous présenter. Je suis ravi de voir que vous êtes revenu en vidéo après une légère déconnexion. Je sais pas moi-même ce qui s'est passé. En fait, j'ai la caméra de mon PC qui a arrêté de me filmer d'un coup, et donc je me suis retrouvé à devoir brancher mon téléphone et me reconnecter avec mon téléphone. Voilà. Mais c'est bon, me revoilà. Les joies du direct, bravo, bon réflexe en tout cas. Je vous laisse présenter Anjaro, nous en dire plus sur comment vous avez vécu ces dernières semaines. Ouais, bien sûr. Également. Et comme je suis par téléphone, comme vous le voyez, ça va être un peu moins facile, mais c'est pas grave. Anjaro, on est une startup qui a 5 ans. On a passé les 50 collaborateurs, on doit pas être loin de 60. En fait, on est une plateforme qui répond à un besoin essentiel de managers dans des organisations assez grandes, des organisations de col bleu, tout simplement des managers qui font face à de l'absentéisme. En France, vous avez un absentéisme moyen de 5,1%. Il est un peu plus élevé dans des organisations avec des cols bleus. On parlait tout à l'heure du persona de Sophie qui est manager dans la logistique. Ben voilà, c'est un très bon exemple. Et ben Sophie, quand quelqu'un
est absent entre 48 heures et à 1 heure du coup de feu, c'est-à-dire au début de son shift, elle a 2 solutions et les 2 impliquent son téléphone. En fait, il y a une solution coûteuse qui est j'appelle mon agence d'intérim pour remplacer la personne qui m'a appelé parce qu'elle est malade ou elle a une garde d'enfant ou que sais-je. Ça va être très réactif, j'aurai une réponse dans les 5 minutes. Par contre, ça va me coûter entre 50 et 100% plus cher qu'une personne qui fait partie de mes effectifs. Ou alors, j'ai une deuxième option qui, elle, est beaucoup moins coûteuse, mais va me coûter beaucoup plus de temps, qui est j'appelle mon réseau, j'appelle les CDD qui sont passés récemment sur ma ligne d'envoi de colis, je vais appeler des personnes en temps partiel potentiellement dont c'est le jour de repos qui voulaient travailler plus. Enfin bref, je passe les détails, mais il y a un certain nombre de personnes qui pourraient être disponibles dans l'organisation. Pas de chance, on ne sait pas où elles sont et donc on va prendre en fait la première personne qui dira oui si tant est qu'on la trouve et sinon, soit on se débrouille tout seul, soit on retourne au point de départ qui est je fais appel à mon agence d'intérim. Anjaro, tout simplement, en fait, nous, notre technologie, c'est une place de marché qui va vous permettre d'avoir une vision exhaustive, instantanée, du personnel disponible au sein de votre organisation. C'est bien intra-organisation pour des organisations de plus de 200 collaborateurs col bleu. Nos clients, c'est du Engie, c'est du Sodexo, c'est du Starbucks, c'est Bouygues qu'on vient d'intégrer, ce genre d'organisation. Finalement, le confinement, enfin le Covid, qu'est-ce que ça a changé pour nous? C'est très simple. D'habitude, on a moins d'offres et plus de demandes en personnel. Et là, du jour au lendemain, les activités se sont arrêtées. On s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de personnes menacées par le chômage partiel ou même en chômage partiel et donc beaucoup plus d'offres. Et cette offre, en fait, l'objectif, c'était de la repositionner vers des personnes, vers des sites ou des activités au sein du même groupe qui avaient besoin de personnel pour limiter l'impact du chômage partiel sur des organisations. Donc ça a été une actualité particulière hein, pour ceux qui suivent un petit peu les levées de fonds dans la technologie et dans les boîtes en hypercroissance. Le 9 avril, on a closé une levée de fonds de 13 millions d'euros. En même temps, notre activité, notre base utilisateur a plus que doublé sur les 2 premières semaines de confinement pour justement limiter l'impact du chômage partiel. Donc, autant dire que ce qu'on voit, c'est clairement que ce coronavirus, il crée un énorme décalage entre finalement l'activité et le staff de grandes organisations. Et donc, ça demande une réactivité accrue de la part des managers et des opérationnels RH pour repositionner et pour allouer finalement. On appelle ça workforce management en anglais. Donc, si je le francise, c'est l'allocation des ressources humaines. On a effectivement pas mal eu l'occasion avec Catherine de rencontrer des industriels. Peut-être que sur cette question, Catherine, tu avais des points particuliers. Oui, mais et votre logiciel, il s'adapte avec tous les. Enfin, je veux dire, comment il marche avec des logiciels déjà existants? Nous, on peut fonctionner en stand-alone, mais bon, ça va demander de mettre à jour les effectifs à la main, c'est quand même pas très intéressant. Donc, en fait, on est capable de se brancher soit en API, soit en fichier plat avec le logiciel ressources humaines. Dans l'idéal, on va se brancher même à l'ERP, ce qui permet, parce que vous vous en doutez, il y a des refacturations du salaire de la personne qui vient par rapport à son centre de coût d'origine. Donc, dans ces cas-là, l'idéal, c'est d'automatiser via l'ERP la facturation. Voilà, donc on s'intègre au logiciel de planning, au logiciel RH, et quand on va un peu plus loin, on s'intègre au logiciel, à l'ERP, au logiciel de gestion. Là, vous pensez que la relocalisation des ressources, ça va être, est-ce que c'est un sujet qui est, disons, temporaire, confinement, post-confinement, ou c'est un sujet qui va durer plus longtemps? J'espère pas, parce que ça fait 5 ans que la boîte existe, donc j'aurai un problème, puis j'espère qu'elle va durer après le confinement. Dans cette ampleur-là, je veux dire. Non, je plaisantais. Je plaisantais. Pendant le confinement, moi, ce que je dis à mes équipes, c'est qu'il y a un effet loop. Clairement, il y a quand même, il y a clairement plus d'activités parce qu'il y a le chômage partiel. Je pense que ça va durer quand même un moment. La nouvelle réalité RH qu'on a là, à mon avis, elle va durer au moins 18 mois.
non pas le temps qu'on trouve un vaccin, parce que déjà ça va valoir 6 mois, 1 an, mais aussi le temps que l'économie revienne, où on va avoir des nouveaux modes de consommation. En fait, on va avoir des nouveaux modes de consommation, on va avoir des consommateurs assez volatiles avec des habitudes de consommation différentes. Je vais vous donner un exemple super concret. Moi, j'ai des amis qui sont dans le prêt-à-porter, qui, pour la première semaine de déconfinement, prévoyaient à peu près 80% de ventes en moins par rapport à la même semaine l'année dernière. Et finalement, coup de bol, ils ont fait 2 fois mieux. Ils ont, entre guillemets, que moins 40% par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le consommateur, tant qu'on ne trouvera pas une nouvelle normalité, ses comportements vont être difficilement anticipables. Et donc, en termes d'opération ressources humaines, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'allocation des ressources? Qui est-ce que je mets samedi prochain? Combien de personnes je mets dans mon magasin si je ne suis pas capable d'anticiper le comportement de mon consommateur? Et ça, pour le coup, c'est un challenge qui est très concret, très difficile à anticiper, et en tant que manager, passez-moi l'expression, mais qui vous tombe sur la figure le matin même. Ça s'anticipe très, très difficilement. Une autre question qui nous a été posée dans le chat, c'est est-ce que ce n'est vraiment que pour de l'interne dans l'entreprise, ou est-ce qu'il est possible d'imaginer des gestions de mouvements de personnes inter-entreprises, ou est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Et interfiliale d'un même groupe, par exemple? Interfiliale, oui, complètement, ça se fait, c'est la norme même. Un exemple très concret, nous on est très présent dans la restauration collective. Quand les restaurants scolaires ferment pendant les vacances, on va pouvoir proposer des missions à des personnes de ces restaurants scolaires dans les restaurants d'entreprise. Inter-entreprise, je crois qu'on me pose la question quasiment systématiquement. Alors, nous, on le fait pas parce que c'est des coups d'épée dans l'eau à chaque fois, où en fait, pour que le manager soit rassuré de pas se faire piquer son collaborateur et compagnie. Anjaro, c'est un logiciel qui gère des masses. Tous les jours, en ce moment, on doit faire, je vais vous dire des bêtises, mais je pense que pendant le Covid, on doit être à 2 ou 3 000 mouvements de personnel par jour. Donc, avoir des échanges un peu sporadiques de une ou deux personnes entre entreprises, c'est pas notre métier. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. On vient de voir Mobily Work, ça se rapproche plus de Mobily Work déjà, et c'est beaucoup plus intéressant de passer par ces gens-là dans ces cas-là. Nous, on est vraiment sur de la masse où, voilà, vous voyez, nous, on vise des organisations de plus de 200 collaborateurs, sachant, ça veut dire qu'avec un taux d'absentéisme de 5%, tous les jours, vous cherchez 10 personnes. Pour moi, c'est à ce moment-là que ça commence à devenir intéressant. Très bien. Merci pour les réponses en tout cas précises. Catherine, il nous reste une douzaine de minutes. Tu voulais ouvrir un peu le débat à l'occasion par rapport au sujet que nous on voit régulièrement sur ces thèmes de transformation RH, et le fait d'avoir ce panel assez diversifié de spécialistes de l'innovation RH quelque part, hein, si je prends des raccourcis rapides. Peut-être qu'on a des questions à leur poser, ou oui, il y a certains, effectivement, évidemment que les entreprises vont devoir revoir un certain nombre de leurs processus RH. Certains d'entre vous l'ont évoqué. Pour ceux qui ne l'ont pas évoqué, quelles sont aujourd'hui les demandes que vous voyez émerger, qu'éventuellement vous ne voyiez pas précédemment, et est-ce que du coup vous avez aussi éventuellement réajusté un peu votre offre par rapport à ça? Les remises en question, hein, que vous voyez chez vos clients. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Moi, je veux bien. J'ai un exemple assez concret sur ce qu'on est en train de faire là avec nos plus gros clients. Nous, on voit quelque chose d'énorme arriver, c'est les temps de trajet. Un gros sujet sur le fait que les personnes ont peur de prendre les transports en commun, et ça vous fait exploser votre absentéisme. Il faut savoir que dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution, pendant le confinement, il y a eu jusqu'à 40% de taux d'absentéisme. C'est gigantesque, hein. Vraiment, c'est du jamais vu ces 10 dernières années. Donc, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'étudier ces temps de trajet pour faire des échanges de collaborateurs, en fait. Et là, on vient de faire un test sur 2000 collaborateurs, et c'est assez significatif quand même en faisant… alors moi, j'aime bien les métaphores de foot, donc en faisant ce mercato, là, ces échanges entre collaborateurs, on a à peu près sur 2200 dont on réduit le temps de trajet de plus de 45 minutes en transport en commun tous les jours.
Donc c'est super significatif, super concret, ça évite les contaminations, ça évite la peur des collaborateurs et ça évite in fine la propagation du virus parce qu'il y a quand même un peu de sociétal là-dedans. Voilà le genre de choses. Alors c'est pas un repositionnement, c'est un complément à notre offre qui est géré par mon associé Yvan et je pense que enfin j'aime bien ce que fait l'équipe là-dessus en tout cas. Oui, c'est vrai qu'avant, l'histoire de réfléchir au temps de trajet des salariés, ce n'était pas obligatoirement la première préoccupation des entreprises, même si elles pouvaient y penser. Maintenant, là, entre le fait que bouger, c'est compliqué, bouger, c'est dangereux, c'est sûr que peut-être qu'elles vont revoir leur stratégie là-dessus. C'est la différence, comme on dit quand on cherche notre product market fit entre le nice to have et le must have. Et ben, c'est passé du nice to have au must have avec le Covid. Moi, j'ai une autre question. Oui, pardon, vas-y Dorian, vas-y. Non, je souhaitais demander à nos autres invités s'ils avaient eu les mêmes cas, effectivement, de nice to have qui étaient devenus des must have ou des remises en question comme ça de la part de leurs clients. Le MobiliWork, je vous le disais, en fait, on a une petite remise en question sur le format de ces immersions startup, puisqu'on va tester ces télé-immersions là dans les prochaines semaines. Donc ça, on est très content de pouvoir tester ça. On a aussi d'autres demandes. On sent que les clients qui sont majoritairement des très grands, enfin des grands groupes, des grandes entreprises, qui sont par rapport au contexte très intéressés par des solutions de travail collaboratif, de nouvelles méthodes de travail, d'organisation de travail, et donc effectivement propose et qui nous demande des immersions en start-up dans ce type de start-up qui propose des solutions dans ce sens-là, en se disant on fait d'une pierre deux coups, on développe les soft skills de nos managers et en plus, ça nous permet d'identifier et de mieux connaître des solutions qu'on va peut-être pouvoir tester et ensuite appliquer des nouvelles solutions de travail innovantes proposées par des start-up, notamment vous avez quatre potentiels partenaires pour favoriser des immersions finalement aujourd'hui. Exactement, voilà, tout à fait. On en est ravis d'ailleurs. J'en profite pour rebondir juste, Catherine, parce que je vois la question dans le chat. Comment ça se passe pour des startups qui n'ont pas de locaux ou qui sont mobiles, parce que ça concerne quand même un certain nombre d'acteurs en développement. Est-ce que vous avez été confronté à ça? Alors ouais, justement, quand on dit start-up, c'est pas toutes les start-up. Comme je vous le disais tout à l'heure, on analyse les startups en fait dans notre écosystème. On va dire qu'il y a un niveau de maturité minimum qu'on demande aux startups pour offrir un environnement apprenant, d'accueil même physique. Effectivement, il y a des startups qui commencent dans les Starbucks et autres. Donc on va dire qu'on est toujours sur des startups. La plus petite, on doit faire 10 salariés à peu près, 10 collaborateurs, et les plus petites startups avec lesquelles on travaille sont à plus de 200. Donc ça reste très large. Ils peuvent accueillir. En tout cas, il y a un niveau de maturité minimum, bien sûr, qu'on demande aux startups qui travaillent avec nous. Catherine, j'ai une question pour vous. Quel est l'avantage pour la start-up de recevoir un manager en mal d'évolution? On est vraiment sur du win-win, effectivement. J'ai parlé du win côté collaborateur et côté entreprise, grand groupe. Côté start-up, on s'aperçoit que toutes les start-up de notre écosystème, elles sont vraiment demandeuses, accueillent régulièrement des mobile workers parce que pour elles, c'est l'occasion d'intégrer pendant 3 semaines, un mois, une expertise externe. Quelqu'un d'un grand groupe, alors on parle beaucoup d'agilité des startups, mais d'un autre côté, souvent les startups parfois peuvent aussi manquer de cadre, de rigueur, et c'est vraiment, c'est pas dire que l'un est mieux que l'autre, c'est contrairement un enrichissement réciproque où le manager du grand groupe va aussi apporter son expérience, son regard externe bienveillant sur la startup. Donc on est vraiment sur un partage et finalement les startups apprennent aussi une expertise qui vient aider et accélérer encore leur développement. J'ai une question pour les gens qui proposent des outils très concrets du type Fancy ou Atolia, c'était oui, l'espace de travail en tout en un. Est-ce que c'est facile pour des salariés d'adopter vos outils en un temps record comme ça a dû être fait pendant la crise? Et si oui, est-ce que vous avez dû les accompagner davantage les entreprises que vous ne le faisiez précédemment, par exemple? Oui, en ce qui concerne FNC, en fait, avant la crise, on nous disait souvent, on est intégré au cœur de Microsoft Teams, on nous disait souvent que
Ces outils, c'était des outils qu'on venait d'installer, qu'on venait de déployer. Bon, bah, en fait, la crise a forcé l'adoption de ces outils et leur utilisation. Donc, de fait, on s'est retrouvé entraîné par ce mouvement. Après, c'est vrai que parfois, dans certaines installations, il y a encore, tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'utilisation de l'outil. Et donc, c'est vrai que parfois, il y a quand même nécessité d'accompagner l'appropriation même de l'outil qu'on utilise en lui-même. Mais globalement, définitivement, l'usage de ces outils pour travailler à distance, c'est vraiment démocratisé. Et aussi, ça se voit dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu personnel, d'un point de vue personnel. Donc, Ok. ça a été un accélérateur. Guillaume? Oui, alors, de notre côté, ce qu'on faisait avant la crise, c'était beaucoup d'accompagnement sur site, où on venait directement dans les entreprises, on faisait des workshops où on sélectionnait des champions, on les appelait, qui sont en fait des personnes qui vont être responsables d'ateliers dans leurs équipes respectives ensuite. Donc ça, on le faisait en présentiel sur site avec des démonstrations, on leur aide à configurer les différents espaces, les projets, etc. Ça, du coup, on l'a basculé uniquement en visioconférence. Donc, on fait exactement le même procédé avec des workshops aussi, mais à plusieurs, où on fait des démonstrations d'écran, on leur montre comment fonctionne l'outil. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a totalement virtualisé, on va dire. Et puis après, c'est un accompagnement tout au long de leur expérience en ligne. Donc, on est accessible via du chat, via des numéros de téléphone dédiés pour certains, suivant les supports qui sont choisis. Mais c'est vrai que tous les utilisateurs n'ont pas la même sensibilité à ces outils-là. Et donc, voilà, certains, il faut un peu plus les accompagner que d'autres. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux pour leur permettre chacun de se digitaliser à ce niveau-là. Et vous pensez que là, les entreprises sont conscientes justement de cette diversité d'appropriation des outils et elles sont prêtes à apporter, disons, l'aide nécessaire aux salariés là-dessus ou il faut un peu leur pousser la main? Il y a un peu des deux. Alors, des fois, c'est le cas inverse. C'est les salariés qui vont pousser les choses et du coup, on s'allie avec eux et on va voir plutôt la direction avec les arguments, mais d'un niveau vraiment du côté utilisateur en fait des choses. Et pour d'autres, c'est l'inverse, c'est la direction qui se rend compte qu'il y a besoin d'outils pour plus de productivité. On fait le chemin inverse avec eux pour accompagner les utilisateurs dans cette transition-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à Si, si, tout à votre fait. question. J'ai une question maintenant qui s'adresse à vous cinq. Est-ce que vous pensez réellement que cette crise a fait prendre conscience aux directions que vous rencontrez des besoins nouveaux qu'elles avaient et du coup, les dialogues et les échanges que vous pouvez avoir avec ces entreprises sont plus faciles, plus ouverts et effectivement, il va falloir aller vite pour un certain nombre de choses ou ça ne change pas fondamentalement? Ah, Olivier? moi, très Oui. clairement, effectivement, là, ce qu'on est en train de sentir par rapport à notre solution e-lamp, c'est que vous connaissez sûrement tous le terme de GPEC, ou pas tous, mais en tout cas de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou sinon de workforce planning, qui sont finalement ces méthodes qui permettent d'anticiper la transformation des entreprises. Là, on a clairement commencé à voir un certain nombre de demandes qui sont en train de tomber d'entreprises qui, clairement, jusqu'à maintenant, la GPEC, on va dire que c'était plus une contrainte légale, presque, d'anticiper ces transformations de métiers et de compétences. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que oui, il y a une accélération qui est en train de faire sur ces nouveaux métiers avec ces nouvelles compétences, et que là, il va y avoir une accélération sur cette transformation-là. Donc, effectivement, ça, c'est ce qu'on voit. De toute façon, on le voit tous, hein, qu'on est en train de faire un bond au niveau des métiers et des compétences de demain. Alors, juste, je vous interromps, mais effectivement, on lance un petit sondage puisqu'il est 19h et on va poursuivre les échanges. Mais pour ceux qui doivent partir, n'hésitez pas à répondre, à nous dire ce que vous avez pensé des échanges, de nos invités également, puisque ça sera tout aussi utile qu'à nous pour poursuivre les échanges et réorganiser de ces prochaines rencontres. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Mais de toute façon, on reste ouvert, on ne met personne dehors et on peut continuer à répondre à vos questions si vous en avez.
Et peut-être pour rebondir aussi sur ce qui a été dit avant, il y a des choses qu'on a vues dans certaines entreprises, alors plutôt de type PME, ETI, c'est le fait que l'IT a vraiment eu sa place maintenant dans des comités de direction où des fois c'était vu juste comme voilà, quelque chose d'accessoire, une équipe qui est des fois dans une cave d'un immeuble, qui fait les choses dans son coin, etc. Là, c'est vraiment venu sur le devant du sujet parce que l'IT est devenu le point central pour travailler à distance. Donc, on a vu beaucoup de comportements de ce type où l'IT est vraiment venu au cœur des priorités des entreprises. Si je peux quand même peindre un tableau un petit peu plus sombre, même si c'est toujours compliqué, je trouve quand même que le comportement des acheteurs a complètement changé depuis 2 mois, où les dépenses significatives sur des projets long terme, hein, et même d'ailleurs les pilotes sont difficiles à lancer, mais enfin, je suis contre le fait de lancer des pilotes de toute façon, mais les achats remontent quasiment systématiquement jusqu'au comité de direction, voire au CEO. Donc on sent quand même une vraie peur avec soit on répond à un besoin crucial, urgent lié à la crise, soit on a quand même beaucoup plus de freins, je trouve, à l'achat. Donc oui, il y a de l'élan, il y a un certain allant, mais je trouve que l'acte d'achat est quand même uniquement lié au Covid à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce que moi je vois, ce que j'entends dans tout l'écosystème. Non, mais donc ça veut dire qu'il va y avoir des repriorisations des projets. Ah oui, non, mais ça moi, c'est simple. Nous, on est sur le Covid, on a eu un impact extrêmement fort chez nos clients, et avec un positionnement où les médias nous ont quand même laissé beaucoup de place, et ça n'a pas eu d'impact positif, alors qu'on a un super positionnement, on a un impact neutre. Parce qu'en fait, on a gagné des deals, mais quoi qu'il arrive, on en a quand même pas mal qui ont été tués dans l'œuf parce que on reverra les budgets au deuxième semestre, voire plus tard. Dorian, je vais entre-temps partager, c'est déjà des gens qui partent, et donc inviter ceux qui veulent nous rejoindre à se faire connaître. On va effectivement une priorité à nos membres Nancy Connect, mais si vous voulez nous rejoindre, je partage avec vous effectivement le sondage. Il y a déjà pas mal de gens intéressés à prolonger les échanges avec nos startups. Merci. Dorian, je te laisse la main. Non, mais pour information, on peut peut-être parler du diaporama aussi, Dorian. Oui, effectivement. Dans tous les cas, si certains d'entre vous sont arrivés en cours de route, ont raté des informations ou les pitchs de certaines startups, nous allons publier un article qui reprendra les principales informations. Et c'est aussi notre rôle de favoriser les mises en contact si ça vous arrange, si vous avez d'autres questions à poser à nos invités. Donc, dans un cas comme dans un autre, 100% des gens qui ont répondu hors demande. Hein. J'ai vu ça, oui. On attend. Est-ce que certains d'entre vous veulent nous rejoindre? Enfin, j'ai listé un certain nombre de personnes, donc n'hésitez pas à accepter ou pas la caméra, puis à poser des questions à nos intervenants en live. D'habitude, on propose du champagne et il y a beaucoup plus de gens qui le champagne, on va le boire tout seul. Qui sont au rendez-vous pour nous rejoindre. Là, c'est un peu plus délicat d'être complètement convaincu. Est-ce qu'il y a parmi les startups, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas évoqué certains sujets qu'elles voudraient partager? En tout cas, j'ai déjà des demandes de mise en relation très, très directe, pour information. En tout cas, moi, côté Mobile Work, on partage complètement la dernière remarque de Quentin d'Anjaro. On a, du fait de cette crise du coronavirus, vraiment une hausse, une augmentation des marques d'intérêt, des contacts qui sont pris. Mais on sent bien que la visibilité des entreprises est vraiment très faible et qu'ils n'arrivent pas trop forcément à se projeter en termes d'activité, de fonctionnement sur les prochains mois. Et comme dit Quentin, je trouve que l'acte d'achat est encore très compliqué, même si on sent que tout ça fait bouger des lignes. Donc ça, c'est intéressant, mais vraiment, aujourd'hui, les entreprises, en tout cas, les contacts qu'on a sont encore vraiment frileuses et manquent de visibilité. Pour vous donner une idée, comme je le disais, on a eu énormément de médiatisation, on a eu cette chance énorme. Je crois qu'en termes de vente, de mémoire, on a 300 ou 350 000 euros en attente de validation du CODIR dans 5 ou 6 groupes différents. C'est gigantesque. Enfin, c'est hallucinant ce qui se passe. C'est des choses en fait, c'est tout notre Q2 qui attend
validation du comité de direction. Il n'y a que nos upsells, donc chez nos comptes existants, où c'est pas trop bloqué. De toute façon, c'est peut-être la clé de la réussite pour les startups à l'heure actuelle. Si on peut se le permettre, c'est de nourrir des bonnes relations avec nos clients existants, parce que il y a comment dire, les process de vente sont au moins augmentés de 50%, quoi. Je propose Est-ce à que vous Gilles ressentez la même chose? Je propose à Gilles Mézari, qui est vice-président de la commission éditeur du Syntec. Gilles, merci de l'avoir rejoint. Bonjour Sylvain. Bonjour Gilles. Bonjour Catherine. Bonjour Dorian. Bonjour tout le monde. Bonjour. Une petite réaction par rapport aux interventions et puis. Ouais, très intéressant. Je me présente rapidement. Je suis éditeur de logiciels comme vous, dans le monde des télécoms. On a des solutions qui permettent de gérer l'actif télécom de l'entreprise en termes d'assets et en termes d'abonnement chez les opérateurs. Et à côté de ça, je suis une vice-présidente de Syntec numérique et j'ai en charge le collège des éditeurs de logiciels. Donc déjà, vous êtes les bienvenus chez nous si vous voulez adhérer. Vous verrez qu'on fait plein de choses intéressantes pour nos confrères et nos pairs. Déjà, mettre en valeur les solutions que vous avez évoquées d'ailleurs. Ouais. Et ça se trouve, vous êtes adhérent de Syntec numérique pour certains. Sachez que les startups, en plus, on a un programme 5000 startups qui permet aux startups de bénéficier d'avantages. Alors, pour celles qui démarrent, j'ai cru comprendre que vous étiez à un stade un peu plus avancé, mais un programme qui leur permet d'avoir des modèles de contrat, des RC Pro avec des tarifs avantageux, des assurances avantageuses, enfin voilà, pas mal de choses. Et on organise tout au long de l'année différentes manifestations sur un format qu'on appelle le Syntec Camp, qui dure une demi-journée, et en fait sur un sujet précis qui réunit des experts. Et puis, il y a toujours une soixantaine, 60-70 personnes. Ces experts avec un client pour un retour d'expérience qui viennent exposer les solutions. Et puis, il y a un échange comme ça sur l'écosystème. Le dernier qu'on a fait, par exemple, c'est sur le Customer Success. Voilà, où on a eu un gros succès, c'est le cas de le dire. Donc, écoutez, vous pourrez demander mes coordonnées à Sylvain ou à Dorian. Et si vous avez besoin d'autres informations, vous êtes les bienvenus, notamment sur ce que vous proposez. On a pas mal d'adhérents de Syntec numérique qui ont ces problèmes d'utilisation du personnel, notamment chez les ESN. Syntec numérique, c'est 2200 entreprises adhérentes. Ça représente près de 550 000 emplois. Donc, vous imaginez 5%, comme le disait Quentin, sur 550 000 emplois, il y a un peu de business, quoi. Pour placer des gens, notamment chez les ESN, avec tous ceux qui ont récupéré leur personnel pour des raisons de sécurité, qui ne pouvaient plus travailler sur le site des clients et qui ne pouvaient pas faire de télétravail. Donc, je pense qu'il y a matière à présenter vos solutions lors de manifestations un peu particulières. Voilà. Pour l'adoption des collaborateurs, aussi une bonne pratique que j'ai eue, alors elle ne vient pas de moi, donc je peux en parler en toute légitimité. Ça vient de mon directeur des opérations qu'on a recruté chez Talentsoft. En fait, on a en France, on a une petite erreur avec le Customer Success, c'est qu'on met le Customer Support et le Customer Success au même endroit. Or, le Customer Success, à la base, il est plus là pour parler à l'acheteur, à l'economic buyer, comme on dit dans le jargon, j'en sais rien, parce que moi, je viens des RH à la base. Et mon point, c'est qu'en fait, quand mon nouveau directeur des opérations est arrivé, il a créé une équipe qu'on appelle Customer Engagement, qui a vraiment pour fonction d'onboarder l'utilisateur final. Et on a une partie qui est Customer Partnership, qui est dédiée vraiment à parler aux managers et aux acheteurs, aux gens qui ont le budget. Et en fait, ça permet de motiver les sponsors tout en ayant des gens qui s'occupent uniquement de l'engagement de l'utilisateur. Et moi, j'ai un super feedback là-dessus, c'est que depuis, je perds 0 client, j'ai un taux d'onboarding beaucoup plus efficace et en règle générale, des clients plus heureux. Donc voilà, c'est une bonne pratique que je me permets de participer parce qu'elle a fait ses preuves. Oui, Patrice, vous voulez réagir Loïc, je ne sais pas si tu es en ligne. Moi, je voulais juste dire que c'est très intéressant ces logiciels, mais nous, on avait déjà installé Teams et depuis longtemps, donc on n'a pas été on a eu déjà du mal en interne à mettre tous ces outils en place depuis janvier. Bon, on n'a pas été trop débordé là-dessus, mais dès qu'on nous a demandé de mettre plein d'autres logiciels, honnêtement, ça a été un vrai bordel et on a été obligé de rationaliser. Donc,
Je pense que Quentin, ton problème aujourd'hui, il est peut-être… c'est que c'était trop compliqué, on avait trop d'input à gérer, les problèmes de se connecter sur le site comment ça s'appelle, pour le Covid-19, sur les impôts, sur les machins, tous ces trucs-là faisaient qu'honnêtement, on était tous un peu débordés, les comptables, on est en plus dans toutes nos clôtures comptables, tous les uns les autres. Donc honnêtement, tout ça n'arrivait pas vraiment au bon endroit pour pouvoir intégrer de façon assez posée tous ces logiciels. En tout cas, je pense a priori, comme ça, à vous écouter, quand même beaucoup d'intérêt. Et je pense qu'il ne faut pas déprimer. Et en tout cas, maintenant, on a été obligé à marche forcée d'apprendre l'utilisation de Teams, de Zoom, de tous ces trucs-là, nos CRM. On a été obligé de tirer la corde au maximum pour savoir dire, mais comment ça marche. Ça a montré, je dirais, l'exemplarité du cloud. Tous ceux qui avaient des vieux serveurs tout pourris chez eux, ils ont pleuré. Tous ceux qui avaient tout dans le cloud, login, mot de passe, au revoir, merci, c'est réglé. Je pense que la sécurité doit se faire plaisir aujourd'hui. On a tous été plus ou moins hackés. Mais je trouve que cette période a été très intéressante. Et maintenant, je pense que grâce à cette période-là, on a été obligé d'acquérir beaucoup de compétences très vite. Et on voit la limite de tous les petits outils. Et je pense à Frédéric. Là, quand vous dites qu'on est entre Slack et Teams et machin, je pense effectivement que ces outils peuvent maintenant nous permettre d'aller plus vite. Voilà. Il y a une réalité, c'est que les usages à distance vont s'installer durablement. Loïc, tu voulais réagir ? Oui, tout à fait. Donc, Anjaro, j'ai vu le site qui est en anglais. Je voulais savoir si vous pouvez comparer par rapport à d'autres pays dans lesquels vous êtes engagé. Pour le moment, on est en France, au Royaume-Uni et au Benelux. Après, là, en fait, on a fait un gros boulot au début du Covid parce qu'on s'est lancé au Benelux en 2 semaines. Donc, on a revu… alors, je ne vais pas parler en langage technique que je ne maîtrise pas moi-même, mais en gros, on s'est assuré pour maintenant être capable de déployer une nouvelle langue en une dizaine de jours. Donc, on peut aller à peu près n'importe où, sachant que… Est-ce que vous avez été plus sollicité enfin, peut-être pas parce que c'était nouveau, mais pour répondre à ces problématiques de la crise, de prêter du personnel? On est encore franco-français. On a plus de 75% de notre chiffre d'affaires en France, donc on a été plus sollicité par le marché où on est le plus connu, si tant est qu'on soit connu quelque part. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que, pour faire simple, là où on est les plus efficaces, c'est dans les marchés avec une tendance social-démocrate. Pour faire simple, un marché ultra-libéral dans une dans une crise comme le Covid, il va avoir tendance à augmenter son taux de chômage énormément pour repartir avec une courbe en V. Là où un marché comme la France ou l'Allemagne va être un peu plus résilient, avec du chômage partiel, avec une certaine protection de l'emploi. Et donc à ce moment-là, dans l'urgence, on a été très sollicité plutôt par des marchés à tendance social-démocrate. Voilà, si je dois faire un peu de prise de hauteur. Une vision entrepreneuriale en tout cas, c'est très clair. Loïc, d'autres réactions, d'autres questions? Prise de hauteur. Non. Dorian, tu veux, sinon on peut… On a tenu nos engagements. Là, on fait du temps supplémentaire pour ceux qui ont du temps. Mais si vous avez des obligations, n'hésitez pas. Et on se retrouve à nos prochains événements à venir. On a notamment un club des partenaires du numérique qui approche très bientôt sur des sujets aussi de transformation, donc qui pourront en intéresser. On vous sollicitera si vous n'avez pas eu les informations. Merci à tous nos… Dorian, j'ai une personne qui voulait intervenir et que je vais activer, Jean-Pierre Blanger. Je vous laisse. Merci, à bientôt. Merci Gilles, à bientôt. Gilles. Je ne sais pas si ça marche. Il y avait Jean-Pierre, une dernière arrière de Jean-Pierre. Jean-Pierre est là, oui. Bonjour Jean-Pierre. Le micro est coupé. Je viens d'activer votre micro. Félicitations à tous pour vos interventions. Moi, j'ai été dans votre cas il y a quelques années, il y a quelques cheveux blancs, même s'ils sont courts grâce à mon épouse. Mais il y a quand même une chose qui m'a frappé. J'ai besoin que vous exprimiez plus vos différences. Voilà. Parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et j'ai été frappé aujourd'hui par ce manque de mise en évidence du plus que vous avez. Et chacun d'entre vous, on est obligé de le chercher un petit peu trop. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais je l'ai ressenti comme ça. Voilà.
Et au moins, ça servira à ça, mon intervention. La deuxième chose qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup de la société d'après. La société d'après, elle va coexister avec la société d'avant aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a cette dualité maintenant qu'il va falloir gérer, certainement entre le traditionnel, entre des gens qui vont de toute façon pas évoluer, et des gens qui seront effectivement complètement dans le numérique, même si dans ce numérique, regardez, on n'est que des gens. J'ai un collègue qui me dit toujours, on n'est que des hommes troncs maintenant. Okay, c'est-à-dire que moi, il me manque une partie véritablement du langage corporel, il me manque une partie de l'expression, et j'ose pas le dire aujourd'hui parce que c'est tabou, mais une partie du contact, voilà, humain. Donc, pas pour tout de suite, ouais, Jean-Pierre, malheureusement. Voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que voilà, il va falloir qu'on fasse attention à ne pas basculer. Vous voyez, aujourd'hui, on passe nos journées derrière un écran, et en plus, je leur demande en vous écoutant. Mais à la fin de la soirée, je n'ai peut-être pas fait les trajets en voiture, mais je le regrette parce que j'ai plus sur la tête. Vous voyez, donc, pas qu'on gère tout ça quand même et qu'on retrouve des espaces humains. Et je pense qu'il faut qu'on le dise plus aussi, okay, aux dirigeants. C'est-à-dire qu'on est dans l'équilibre. Et je crois que c'est cette recherche d'équilibre qui fera qu'effectivement, vous allez vraiment percer, parce que j'ai entendu des réactions extrêmement pertinentes. Voilà, c'était juste un commentaire, un témoignage que je voulais faire ce soir. Merci beaucoup. En tout cas, on a eu quand même beaucoup de réactions, y compris en off, sur des demandes d'échange un peu et des prolongements d'échanges avec vous. Donc, je pense que déjà, sur cet objectif, on a joué notre rôle. Dorian, Catherine, pour peut-être conclure, effectivement. Effectivement, je trouvais cette conversation et ces échanges très intéressants. Je n'avais pas tellement de doutes d'ailleurs sur le fait que ça va être intéressant en vous invitant. Ce qui est rassurant aussi, c'est que tous les gens sont partants pour que l'on recommence ce type de choses. Donc, c'est un format qui… Effectivement, il faut encore du lien physique et des soirées où on boit le champagne et on mange des petits fours, mais que je pense qu'on pourra aussi de temps en temps imaginer sur des thèmes peut-être aussi resserrés ce type de rencontres virtuelles. En tout cas, merci. Je partage les résultats parce que 100% des gens qui en veulent encore, c'est bien. Enfin, il y avait 27 participants, donc il y avait un peu plus de 60% de réponses, donc c'est bien. Oui, puis derrière, il y aura le diaporama qui permettra aussi de vous faire connaître par ailleurs et dans lequel il y aura aussi le lien pour que les gens puissent réécouter cette rencontre. Donc il y a une continuité, je veux dire. On reste à disposition, la rédaction reste à disposition, l'équipe reste à disposition, que ce soit à vous, start-up et intervenants, qu'on remercie encore d'avoir joué le jeu, mis en contact, ou à notre communauté évidemment, et à ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup qui sont partis, mais peut-être que dans l'enregistrement, on fera passer également le message. On remettra en avant la fin. Exactement. On espère en tant que média aussi jouer ce facilitateur de contact, et notamment dans ces périodes qui ne sont pas évidentes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter en ce sens-là. Moi, la bouteille de champagne, elle est visible là, derrière. Donc, habituellement, elle est là. Donc, c'est l'heure de l'apéro, comme on dit maintenant. Merci. Merci à tous. On vous libère. Merci à tous et à très bientôt, on espère, en tout cas. Merci. Bravo à vous tous et toutes et tous, et merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.